En quelques jours, un pays longtemps considéré comme périphérique est devenu l'épicentre d'une lutte frontale pour le contrôle des ressources qui façonnent l'avenir énergétique mondial. Ce qui ressemblait à une décision politique interne, fermer les frontières, repousser les influences extérieures, renforcer les lignes, s'est mué en signal de rupture, révélant au grand jour l'obsession internationale pour le lithium malien et la peur panique de perdre un terrain stratégique que beaucoup croyaient acquis. Alors, que signifie réellement ce basculement pour Ibrahim Traoré et pour tous ceux qui observent cette scène en pensant que l'Afrique ne ferait jamais trembler l'ordre établi? La suite va déranger. Ce récit promet d'aller au-delà des slogans habituels et d'exposer sans filtre les forces qui s'affrontent autour des sols les plus convoités d'Afrique de l'Ouest. Dès que l'on remonte le fil des événements, un constat s'impose. Derrière chaque discours sécuritaire, chaque communiqué diplomatique et chaque analyse experte se cache un enjeu bien plus concret, celui du contrôle direct des minéraux stratégiques qui déterminent la puissance technologique des prochaines décennies. Comprendre cette dynamique n'est pas un luxe, mais un avantage indispensable pour saisir pourquoi le Sahel, malgré la pauvreté officielle de ses États, reste au centre des intérêts mondiaux. Et puisque le silence qui entoure cette réalité bénéficie systématiquement aux mêmes acteurs, il devient crucial d'observer ce qui a réellement changé lorsque les frontières ont été fermées, lorsque les contrats opaques ont été contestés et lorsque les populations locales ont commencé à prendre la main sur ce qui leur appartient. Une seule question subsiste: jusqu'où ce renversement peut-il aller? Et qui a intérêt à ce qu'il s'arrête? À partir du moment où les premiers expos et premiers rapports ont révélé que le Mali détenait près de 100 000 tonnes de lithium, la logique des événements a discrètement basculé. Et dès que cette donnée a circulé dans certains cercles diplomatiques, les décisions politiques se sont accélérées à un rythme que peu ont voulu assumer publiquement. Ce changement brutal ne s'explique pas par une montée soudaine de l'instabilité, mais par une relecture complète de la valeur stratégique du Sahel au cœur de la transition énergétique mondiale. Les appels répétés à sécuriser la région, les interventions présentées comme humanitaires et les luttes d'influence cachées derrière des communications officielles s'enchaînent depuis des années. Mais la découverte de réserves aussi importantes a agi comme un révélateur. La compétition portait avant tout sur l'accès au sol, pas sur l'ordre social. Lorsque les frontières ont été fermées, le 10 octobre 2025, beaucoup ont prédit un effondrement immédiat, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Les réseaux locaux se sont réorganisés, l'armée a consolidé ses positions et, dans les régions minières, les communautés ont soutenu une ligne de souveraineté qui semblait inimaginable quelques années plus tôt. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré n'a pas simplement pris une décision politique spectaculaire. Il a engagé le pays dans une rupture structurelle qui mettait fin à plusieurs décennies de dépendance aux partenariats orientés vers l'extraction. Les puissances étrangères, surprises par la rapidité de l'enchaînement, ont réagi par le silence plus que par la confrontation directe, signe que la bataille se déplaçait ailleurs, dans les contrats, les taxes d'exploitation, les marchés mondiaux du lithium et les négociations en coulisses. Cette mini-révélation, souvent ignorée dans les médias, explique pourquoi la région est devenue l'un des points les plus surveillés du continent au cours de l'année 2025. Ce nouvel équilibre, encore fragile, redessine les rapports de force et met en lumière une question cruciale. Si un pays enclavé et longtemps marginalisé peut renverser les règles du jeu, qu'est-ce que cela implique pour la suite du Sahel et pour ceux qui comptaient sur son silence? Pour comprendre comment cette transformation a pris forme sur le terrain, il faut suivre ceux qui ont été en première ligne dès les premiers jours, les unités mobiles chargées de sécuriser les zones minières et les communautés locales qui ont vu leur quotidien bouleversé. Dans les semaines qui ont suivi la fermeture des frontières, des équipes mixtes composées de soldats, de volontaires civils et de techniciens locaux ont été déployés pour empêcher toute tentative d'intrusion, notamment dans les régions où les acteurs étrangers avaient déjà établi des réseaux d'influence. Un officier impliqué dans ces opérations a expliqué que la priorité n'était plus seulement la défense militaire, mais la maîtrise des flux, qui entrent, qui sort, qui surveille, qui transporte. Cette dynamique a rapidement produit des effets visibles.
Dans certaines localités proches des sites d'extraction, les habitants ont participé à l'organisation de cordons de vigilance, non pas par idéologie, mais parce qu'ils avaient compris que la souveraineté économique commençait par le contrôle physique du territoire. Une habitante de la région de Bougouni racontait que pour la première fois depuis des années, la population n'avait plus l'impression que tout se décidait loin d'elle. Les rumeurs, les tentatives d'intimidation et les informations contradictoires circulaient encore, mais l'engagement collectif créait un sentiment de cohésion inédit. Ces exemples montrent comment, bien avant que les institutions internationales ne réagissent, le terrain lui-même avait déjà intégré la nouvelle donne. La question qui en découle est simple. Si ces communautés ont réussi à tenir face à des jeux de puissance qui les dépassaient, qu'est-ce que cela dit de la solidité du mouvement qui se construit aujourd'hui ? Tout commence réellement au moment où les frontières se ferment et où le Mali choisit de se retirer du jeu diplomatique classique pour imposer son propre tempo. Ce geste, perçu comme une provocation par plusieurs chancelleries européennes, marque l'activation d'un mécanisme que personne n'avait anticipé. Contrôler d'abord le territoire, puis les flux, puis les récits. L'ordre s'inverse, l'équilibre mute, et c'est dans ce renversement que se dessine la véritable ligne de fracture. À ce moment, le déclencheur. Le 10 octobre 2025, Bamako annonce la fermeture totale des frontières. Les messages officiels évoquent la nécessité de bloquer les interférences étrangères, mais en coulisses, une autre réalité circule. La multiplication d'approches discrètes visant les zones minières. Dès les premières 48 heures, plusieurs groupes non identifiés tentent de franchir des points d'accès secondaires. Les unités locales se réorganisent, les barrages se renforcent et les habitants observent incrédules un pays qui se raidit pour la première fois depuis des décennies. Dans ce climat de tension contenue, un sentiment domine, quelque chose de beaucoup plus grand que la politique intérieure est en train de se jouer. À ce moment, la montée en intensité. Et 5 jours plus tard, un événement éclaire brutalement les intentions extérieures. Un groupe de mercenaires étrangers tente une percée près d'une zone minière stratégique. L'armée malienne, en sous-nombre, choisit une stratégie asymétrique. Attaques éclairs, replis rapides, points fixes mouvants. L'objectif n'est pas d'anéantir l'adversaire, mais de le désorganiser. L'opération surprend les assaillants, qui ne s'attendaient ni à la rapidité, ni à la coordination des forces locales. Les affrontements durent peu, mais le message est net. Le Mali ne se laissera plus prendre au dépourvu. Les discussions à l'ONU s'enclenchent, mais rien de concret n'émerge. Le silence diplomatique devient un aveu implicite de la nature réelle du conflit. À ce moment, le point de bascule. L'impact de cet affrontement se diffuse en chaîne. Les acteurs étrangers comprennent qu'ils devront revoir leurs méthodes. Les contrats d'exploitation sont réexaminés, les négociations ralentissent, les intermédiaires locaux disparaissent des radars. Dans les régions minières, des comités de vigilance se créent spontanément. Les habitants n'attendent plus l'État pour s'organiser. Ils protègent, filtrent, bloquent, rapportent. Une nouvelle logique se met en place. La souveraineté ne descend plus du sommet vers la population, elle remonte du terrain vers les dirigeants. Ibrahim Traoré y voit une validation de sa stratégie. L'ennemi principal n'est pas un groupe armé, mais un système mondial visant les ressources africaines sous couvert de diplomatie. À ce moment, la résurgence. À mesure que les tensions se propagent, un changement inattendu apparaît. Le Mali gagne en légitimité auprès de sa propre population. Les décisions radicales, autrefois contestés, deviennent des marqueurs de dignité. Les jeunes, notamment dans les régions du sud et du centre, évoquent pour la première fois depuis longtemps un futur qu'ils peuvent imaginer maîtriser. Cette dynamique interne alimentée par la défense des ressources transforme une série d'événements isolés en véritables mouvements de résistance. Dès lors, une question s'impose. Si un pays considéré comme vulnérable peut retourner le rapport de force en quelques semaines, que adviendra-t-il lorsque d'autres nations de la région décideront d'emprunter la même voie ? Au départ, la situation économique du Mali reposait sur un modèle fragile, dépendant d'investissements étrangers opaques et d'accords miniers faiblement rémunérateurs. Mais en 2025, la trajectoire change radicalement lorsque les chiffres exposent un potentiel longtemps sous-estimé. Le pays révèle officiellement détenir environ 100 000 tonnes de lithium, une donnée qui,
Replacé dans le marché mondial signifie que le Mali possède l'un des plus grands gisements stratégiques connus. Ce volume, autrefois ignoré, suffit à modifier l'équilibre entre les États producteurs africains et les grandes industries technologiques mondiales. Dans les 6 mois qui suivent, les prix internationaux du lithium grimpent de 30%, une hausse qui traduit la pression croissante exercée par les constructeurs de batteries et de véhicules électriques. Cette augmentation, loin d'être anecdotique, marque la reprise d'un cycle spéculatif qui rend chaque tonne de minerai malien plus convoité. Pendant ce temps, les entreprises étrangères tentent discrètement de renégocier leur présence. Mais les nouvelles taxes imposées par Bamako changent la donne. La marge de manœuvre des multinationales diminue, tandis que l'État renforce ses recettes. Un autre indicateur clé s'impose alors. Près de 60% de la population soutient la fermeture des frontières et l'indépendance énergétique nationale, selon une enquête interne réalisée en juin 2025. Ce taux élevé révèle une adhésion populaire rare dans un contexte de tension, montrant que la stratégie gouvernementale ne se limite pas à une posture politique, mais s'aligne avec les attentes de la société malienne. Pour les décideurs étrangers, cet appui complique toute tentative d'ingérence ou de pression diplomatique. Sur le terrain, ces données chiffrées produisent des effets concrets. Les exploitants privés, habitués à des conditions très favorables, voient leurs coûts augmenter. Les investissements doivent être repensés, les contrats restructurés, les volumes exportés réévalués. La mise en place d'une taxe exceptionnelle de 20% sur les profits étrangers provoque une onde de choc immédiate. Plusieurs entreprises suspendent temporairement leurs activités pour réexaminer leur modèle. Dans le même temps, le gouvernement malien utilise ses ressources pour renforcer les programmes de formation dans les métiers miniers afin de réduire la dépendance aux techniciens extérieurs. Les ramifications ne s'arrêtent pas là. L'élévation des prix mondiaux modifie l'intérêt géopolitique du Sahel, transformant le Mali en nœud stratégique dans la course aux technologies vertes. Les États occidentaux surveillent la situation, mais leur marge d'action se limite à des pressions diplomatiques diffuses. Les voisins du Mali observent également cette dynamique, certains y voyant une opportunité de rééquilibrer leur propre politique minière. Ce basculement quantitatif entraîne une conséquence essentielle. Les ressources maliennes ne sont plus perçues comme un bonus économique, mais comme un levier de souveraineté nationale. La question devient alors incontournable. Si ces chiffres suffisent déjà à perturber les marchés et à réorganiser les rapports de force régionaux, que se passera-t-il lorsque d'autres pays africains adopteront des mesures similaires pour protéger leurs richesses stratégiques ? Deux visions s'opposent désormais au cœur du débat malien, chacune portée par des arguments solides et par des inquiétudes légitimes. D'un côté, les partisans de la fermeture des frontières affirment que ce choix représente la seule voie réaliste pour protéger les ressources stratégiques du pays. Pour eux, les décennies d'accords déséquilibrés, les pressions diplomatiques répétées et la présence informelle d'acteurs étrangers autour des zones minières démontrent que l'ouverture économique n'a jamais réellement servi les intérêts nationaux. Selon cette position, renforcer le contrôle du territoire, imposer de nouvelles taxes et limiter l'accès extérieur permet enfin au Mali de garder la main sur son lithium, son cobalt et ses terres rares. Ils évoquent également la création du fonds souverain comme preuve que cette stratégie peut produire des bénéfices directs pour la population. En face, les opposants soutiennent que l'isolement comporte des risques majeurs. Ils craignent qu'une rupture trop brutale avec les partenaires traditionnels entraîne un effondrement progressif des investissements étrangers, une perte d'accès aux marchés internationaux et un ralentissement des infrastructures essentielles. Selon eux, la fermeture pourrait fragiliser certains secteurs dépendants des échanges extérieurs et accentuer la pression économique sur les populations les plus vulnérables. La possibilité de sanctions accrues, déjà perceptibles dans certaines décisions occidentales, alimente également leurs inquiétudes. Ils affirment qu'une stratégie plus graduelle, fondée sur la négociation plutôt que sur la rupture, aurait permis d'éviter une polarisation aussi forte. Pourtant, lorsque l'on examine les faits issus des derniers mois, un élément central se détache, la résilience inattendue du terrain. Malgré les craintes d'effondrement, les communautés locales se sont réorganisées, l'armée a consolidé ses lignes et les indicateurs économiques ont montré des signaux positifs.
notamment la hausse de l'emploi et le renforcement des capacités nationales dans le secteur minier. Ces évolutions ne tranchent pas définitivement le débat, mais elles montrent qu'une partie des scénarios pessimistes ne s'est pas réalisée. La question reste donc ouverte. L'isolement est-il un risque ou une transition nécessaire vers un nouveau modèle de souveraineté ? Un basculement silencieux s'opère. Dans les coulisses politiques, comme dans les zones minières, un détail longtemps négligé commence à changer la dynamique. La création du fonds souverain, annoncé le 15 août 2025, agit comme un pivot symbolique et opérationnel. Ce geste, perçu d'abord comme un acte politique de plus, renvoie en réalité à une transformation plus profonde du rapport entre l'État et ses ressources. Pour la première fois, l'idée que les bénéfices restent au pays prend une forme institutionnelle, ce qui surprend autant les observateurs internationaux que les acteurs économiques et régionaux. Ce déplacement du centre de gravité oblige les puissances extérieures à revoir leur stratégie, car l'accès aux ressources ne dépend plus seulement de contrats hérités, mais d'une architecture financière nouvelle, entièrement contrôlée depuis Bamako. Pour Ibrahim Traoré, cette manœuvre marque une rupture. Elle transforme la résistance défensive en projet durable, capable de structurer un avenir où les Maliens ne sont plus simples spectateurs. Dans ce climat, une question reste ouverte. Si un mécanisme financier peut déjà modifier l'équilibre des forces, que se passera-t-il lorsque plusieurs pays africains décideront d'adopter la même trajectoire ? Les conséquences du tournant malien se déploient désormais sur plusieurs plans, révélant une transformation plus vaste que ce que les observateurs internationaux avaient anticipé. Chaque couche du pays, institutions, économie, société, région, se retrouve profondément réorganisée par les décisions prises depuis 2025. Dans ce volet concernant niveau national, au sommet de l'État, la fermeture des frontières et la réorientation des politiques minières ont façonné un nouveau centre décisionnel. Les ministères des Mines, de l'Économie et de la Défense, longtemps dépendants d'accords extérieurs, travaillent désormais selon une logique interne où la maîtrise du territoire prime sur les partenariats traditionnels. Les documents budgétaires reflètent cette évolution. La création du fonds souverain redistribue progressivement les priorités vers les infrastructures locales et les programmes de formation. Cette recentralisation renforce l'État, mais elle entraîne aussi une pression accrue sur les institutions qui doivent maintenir la cohérence d'une stratégie ambitieuse malgré les réactions internationales. Le gouvernement, soutenu par la montée du sentiment national, avance avec prudence, conscient que chaque faux pas pourrait être exploité par des acteurs extérieurs. Dans ce volet concernant entreprises et économie, pour les secteurs économiques, les répercussions sont immédiates. Les multinationales, habituées à des marges confortables, se heurtent désormais à un environnement où les règles ne se négocient plus à huis clos. Les taxes sur les profits, les obligations de formation des travailleurs locaux et la nécessité d'obtenir des autorisations plus strictes bouleversent la chaîne de valeur minière. Plusieurs entreprises réévaluent leurs investissements, tandis que d'autres envisagent des partenariats plus transparents pour maintenir leur présence. Les acteurs nationaux, jusque-là cantonnés au rôle secondaire, gagnent en importance dans les opérations quotidiennes. Les banques locales observent une hausse de la demande en financement pour des projets liés aux mines, signe que les Maliens cherchent à renforcer leur contrôle sur les ressources. Dans ce volet concernant population et société, pour les citoyens, les changements sont autant symboliques que matériels. La diminution du chômage, constatée dans les premiers mois de 2025, nourrit un sentiment d'espoir dans un pays longtemps marqué par l'incertitude. Les régions minières, en particulier, voient émerger de nouveaux emplois dans la sécurité, la logistique et la maintenance, souvent réservés auparavant à des travailleurs étrangers. Mais cette dynamique génère aussi des tensions. Certaines communautés contestent la répartition des revenus, tandis que d'autres réclament davantage de transparence dans l'utilisation du fonds souverain. Toutefois, l'impression dominante est celle d'une reprise de contrôle, un mouvement que les partisans d'Ibrahim Traoré présentent comme une conquête de dignité nationale. Dans ce volet concernant région et voisinage géopolitique, dans l'espace ouest africain, le Mali devient un point d'observation stratégique. Les pays voisins, Niger, Burkina Faso, Guinée,
surveillent les retombées du modèle malien pour évaluer s'ils peuvent en tirer parti. Certains dirigeants interprètent la trajectoire du pays comme une opportunité de créer un front économique commun afin de renforcer leur pouvoir de négociation face aux grandes puissances. Les organisations régionales, quant à elles, se retrouvent divisées entre prudence diplomatique et intérêt pour une nouvelle dynamique de souveraineté. Ce glissement subtil modifie les équilibres, obligeant chaque État à repenser ses alliances et ses politiques minières. Face à ces transformations, une interrogation traverse l'ensemble du Sahel. Si un seul pays peut provoquer une telle recomposition, que se passera-t-il si plusieurs nations adoptent simultanément cette stratégie ? Dans les mois à venir, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour le Mali, chacune façonnée par l'évolution des relations extérieures, la stabilité interne et la capacité du pays à transformer ses ressources en leviers durables. Les décisions prises depuis 2025 ont ouvert un cycle nouveau, mais ses conséquences restent étroitement liées aux pressions économiques et politiques qui se jouent encore autour du lithium malien. Dans ce scénario, consolidation intérieure. Dans cette trajectoire, le gouvernement poursuit la mise en place du fonds souverain et renforce les mécanismes de contrôle du secteur minier. Les infrastructures prioritaires, électricité, routes, réseaux logistiques, progressent lentement mais régulièrement. Les entreprises étrangères, après une période d'ajustement, acceptent les nouvelles règles et renégocient dans leurs contrats. La stabilité demeure fragile, mais suffisante pour maintenir un flux d'investissement modéré. Les institutions nationales, davantage sollicitées, doivent cependant gérer l'équilibre délicat entre attentes sociales et contraintes budgétaires. Dans ce scénario, effet d'entraînement régional. Si les pays voisins, notamment le Niger, le Burkina Faso et la Guinée, décident de suivre la trajectoire malienne, un bloc économique centré sur la souveraineté minière pourrait émerger. Cette dynamique collective redéfinit les rapports de force avec les grandes puissances, obligeant les multinationales à accepter des conditions plus équitables. L'intégration régionale stimule les infrastructures transfrontalières et favorise la création d'un marché de compétences africain dans les mines et l'énergie. Les revenus consolidés du fonds souverain malien permettent d'accélérer les programmes sociaux, réduisant les tensions internes. Dans ce contexte, le Mali devient un modèle d'indépendance économique en Afrique de l'Ouest. Dans ce scénario, pression et isolement. Dans une version plus sombre, la multiplication des sanctions et la baisse brutale des investissements étrangers provoquent une contraction de l'économie malienne. Les exportations deviennent plus difficiles, les prix internes augmentent et certaines régions subissent un ralentissement marqué des activités minières. Les tensions sociales s'amplifient, notamment autour de la répartition des revenus et de l'accès aux infrastructures. Les institutions internationales renforcent leur pression et les partenaires régionaux hésitent à suivre la trajectoire malienne. Dans tous les cas, une condition centrale demeure. Si la gestion des ressources reste transparente et accompagnée d'investissements locaux continus, alors la souveraineté peut se transformer en croissance durable, même sous pression externe. Pour beaucoup d'observateurs, les événements du Mali peuvent sembler lointains, mais leurs répercussions touchent directement 3 groupes qui façonnent l'opinion publique internationale. D'abord, ceux qui suivent les enjeux énergétiques mondiaux perçoivent dans la trajectoire malienne un rappel brutal. Les transitions technologiques reposent sur des ressources dont le contrôle redessine les rapports de force. Ce public, habitué aux analyses techniques, voit dans ce cas une démonstration claire de la manière dont un pays peut réorganiser sa position en maîtrisant simplement ses flux miniers. Le deuxième groupe, les entrepreneurs, les travailleurs mobiles, les porteurs de projets, observent la situation avec un mélange d'intérêt et de prudence. Pour eux, l'histoire récente du Mali souligne une réalité trop souvent négligée. Les marchés émergents ne se résument pas à leurs risques, mais à leur capacité à imposer de nouvelles règles. Le repositionnement malien montre qu'investir dans des régions longtemps considérées instables peut devenir une opportunité, à condition de comprendre les dynamiques locales et de s'adapter à un modèle où la souveraineté économique prime sur l'ouverture illimitée. Enfin, les citoyens ordinaires, qu'ils vivent en Afrique ou ailleurs, trouvent dans cette évolution un écho au débat contemporain sur la justice économique et la redistribution des richesses. La fermeture des frontières, la création d'un fonds souverain,
La montée d'un soutien populaire massif sont autant d'éléments qui mettent en lumière les tensions universelles entre dépendance et autonomie, entre extraction et bénéfice collectif. Devant ces réalités, deux pistes s'esquissent pour celles et ceux qui cherchent à mieux comprendre ces transformations, suivre les décisions locales plutôt que les récits internationaux, et s'intéresser aux effets concrets des politiques minières sur les populations plutôt qu'aux seules déclarations officielles. Pour que les avancées amorcées depuis 2025 se transforment en fondations durables, plusieurs étapes doivent être suivies avec rigueur. Le changement politique ne suffit pas. Seule une structuration méthodique peut garantir que la souveraineté économique ne s'essouffle pas face aux pressions extérieures. Dans cette perspective, l'action collective, État, institutions locales, communautés, entreprises, devient la clé d'un ancrage solide. Première étape, professionnaliser la filière minière. Les autorités doivent accélérer la formation de techniciens et d'ingénieurs locaux capables de gérer l'extraction et la transformation. Les centres de formation régionaux, déjà en développement, pourraient être renforcés sur 12 mois, avec des certificats mesurables en nombre de diplômés opérationnels. Deuxième étape, sécuriser l'architecture financière du fonds souverain. Le gouvernement, sous la direction d'Ibrahim Traoré, peut établir un mécanisme de transparence trimestrielle, audit public, publication des revenus, ventilation précise des investissements. L'indicateur à suivre devient le pourcentage de fonds réellement réinjectés dans les infrastructures. Troisième étape, diversifier l'économie locale. Les régions minières doivent accueillir des projets complémentaires, énergie solaire, agriculture irriguée, maintenance industrielle, afin de réduire la dépendance au seul lithium. Cette diversification peut être évaluée par le nombre de filières générant plus de 10% d'emplois locaux. Quatrième étape, renforcer la diplomatie régionale. Le Mali peut engager un cycle de négociations avec les pays voisins pour établir un bloc économique axé sur la souveraineté minérale. Les progrès se mesurent par la signature d'accords conjoints et la mutualisation partielle des infrastructures. Cinquième étape, impliquer la société civile dans le contrôle des ressources. Comités citoyens, plateformes d'information locales, collaboration avec les collectivités. Ces mécanismes garantissent un suivi constant. Leur efficacité se mesure par la fréquence des rapports publiés et le niveau de participation communautaire. Ces étapes, si elles sont menées avec continuité, pourraient transformer l'élan actuel en structure durable. Lorsque l'on revient aux premiers jours de mobilisation dans les zones minières, une image persiste, celle des unités locales et des communautés de vigilance qui, avant même les grandes annonces, avaient compris que tout se jouerait là, sur les lignes discrètes du territoire. Ce sont elles qui ont, par leur présence silencieuse, transformé une décision politique en réalité tangible. Aujourd'hui, alors que le pays entre dans une nouvelle phase, cette même énergie collective réapparaît comme un fil conducteur, un rappel que la souveraineté ne se décrète pas. Elle se construit pas à pas. Ibrahim Traoré, souvent présenté comme le visage d'un changement abrupt, s'inscrit en réalité dans la continuité de ces gestes simples mais décisifs. Son rôle n'efface pas l'implication des habitants, il l'amplifie. À travers la création du fonds souverain, la défense des frontières et la réorganisation du secteur minier, il renvoie l'écho de ce moment initial où les communautés ont choisi de ne plus rester spectatrices,